très bien codifié, dont le traitement est déjà disponible à l'hémophilie, et on essaie d'améliorer le traitement vers le recombinant 7 activé, vers une autre pathologie qui est très peu connue, et heureusement qu'il y a cette actualisation de la liste des maladies rares qui va paraître avant l'année de 2024. Vous savez très bien que la dernière liste des maladies rares, elle comporte 24 ou 28 maladies, mais la nouvelle, qui sera Inch'Allah publiée incessamment, elle va comporter pas mal de pathologies, et parmi lesquelles cette pathologie rare. Comment je ne voulais pas vous faire une conférence par rapport à cette maladie rare, et je voulais la faire sous forme de cas cliniques. Je sais qu'à travers les cas cliniques, vous allez mieux retenir toutes les informations par rapport relatives à cette pathologie. Le premier cas clinique, ça sera 4, maximum 5 cas cliniques en fonction du timing. Si j'aurai 20 minutes, normalement c'est les 4. Si on peut avoir 3 ou 4 minutes supplémentaires, ben là, ça sera les 5. Donc essayez de suivre très bien. C'est un patient de 18 ans qui arrive au niveau des urgences avec un œdème labial d'apparition récente, ça fait 1h30, avec des douleurs abdominales, 4 crises similaires dans les antécédents personnels. Il a fait la même crise. Un frère atteint d'eczéma. Quel diagnostic évoquez-vous? Je ne sais pas ce qui peut supprimer mon image. À quelle minute ce sera? Donc, le diagnostic à évoquer et quelle serait votre candidature? Généralement, vous pouvez me dire c'est l'allergie. Un coup fort possible que vous n'avez pas tort. Donc, il y a de l'urticaire. Lorsqu'il y a de l'urticaire, c'est l'histamine. Donc, on est en face des maladies allergiques. La durée, 1h30, on est toujours dans cette fameuse famille. 4 crises similaires, donc je suis certain qu'il s'agit d'une réaction allergique. Un frère atteint de l'eczéma, donc qui est une famille ou un terrain atopique. Douleur abdominale, possible que cette allergie elle est due à une allergie alimentaire. Donc, dans le cas le plus simple, ce n'est pas une maladie rare, c'est le diagnostic différentiel de ce qu'on va voir, parce que malheureusement le diagnostic différentiel, lorsque la pathologie rare et le diagnostic différentiel, c'est des pathologies plus fréquentes, on passe à côté de la maladie rare. Donc, c'est un enjeu d'allergie, probablement d'origine alimentaire. On lui a donné le traitement antihistaminique corticoïde, on doit lui donner ça. On fait une enquête étiologique, c'est l'enquête de l'allergie, c'est pas la peine de vous faire tous les détails. Et généralement, les allergies alimentaires, les allergies alimentaires, généralement, il faut dire à votre patient qu'il faut faire ce qu'on appelle un journal alimentaire. Les 15 jours, les 20 jours, il écrit tout ce qu'il mange, à l'exception de l'eau. Et lorsqu'il fait une réaction allergique, il dira en rouge. On va dire dans ça au médecin, dans 15 jours ou 1 mois, il analyse pour voir est-ce qu'il peut éventuellement détecter l'aliment suspecté. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce premier cas? C'est un angioïdème mastocytaire, c'est le mastocyte. La cause la plus fréquente des angioïdèmes. La présence d'un terrain atopique, c'est un argument en faveur de l'allergie. Les crises très sensibles aux corticoïdes histaminiques, ça nous rassure. On est dans l'allergie. Et présence d'une symptomatologie digestive, comme c'est l'alimentaire. Et recherche de l'allergie à la cause par une enquête minutieuse, qu'elle soit biologique ou in vitro ou bien in vivo. Le deuxième cas clinique. Le deuxième cas clinique, c'est une patiente qui a 21 ans. Elle arrive au niveau des UMC avec un tableau suivant. Un œdème oculaire unilatéral qui parle depuis 3 heures. 3 heures, il la lésion urticarienne fugace. Je trouve la lésion qui a les urgences, on ne l'a pas vu. C'est son mari qui a pris la photo. Disparu avant l'arrivée à l'hôpital. À l'examen clinique, on trouve aussi un œdème génital. C'est la 3e crise au cours de ce mois, avec localisation parfois, avec localisation variable, parfois d'une crise à une autre. La prochaine fois, ça sera la même, et ainsi de suite. Par rapport à la durée, à 2-3 jours,
Après l'injection de corticoïdes, qui me l'injection 3 jours ou là, la symptomatologie 7. Quel sera votre diagnostic et quelle serait votre conduite à tenir? Notez comme des éléments très importants. 3 jours après la prise de corticoïdes, ça cède. Maintenant, corticoïde inefficace, antihistaminique inefficace. Un œdème génital, paru depuis 3 heures, il reste au-delà de 24 heures. C'est un œdème unilatéral, c'est rare, on l'observe dans l'allergie. La durée 3 heures, mais ce n'est pas une durée de 3 heures, qui est là, ça fait 3 heures. Mais elle a duré plus de 3 heures. Où je fais c'est 2 jours à 3 jours. Urticaire, ils ont disparu avant la crise médicamenteuse. Ce n'est pas vraiment l'urticaire mastocytaire. Il est rare. C'est un aspect un peu caractéristique de cette pathologie rare. C'est fugace, c'est un prodrome. Lorsqu'on voit cette lésion, elle disparaît, mais la patiente va faire la crise. L'œdème génital, souvent retrouvé dans ce qu'on appelle les angioëdèmes héréditaires. Plusieurs crises disparaissent 2 à 3 jours comme après les corticoïdes. Cela veut dire que les corticoïdes ne sont pas efficaces. C'est un œdème fort probablement d'origine bradycardique. Donc ce n'est pas l'histamine, c'est un autre médiateur, les angioëdèmes bradycardiques, et qui ne répondent pas aux critères des angioëdèmes histaminiques. Donc devant ce symptôme, il faut aller vers le C4, demander le C4 et le C1 inhibiteur. Parce que généralement, les patients de déficit ont une protéine de régulation de C inhibiteur, de complément, qui s'appelle le C inhibiteur et qui est à l'origine de cette pathologie qui s'appelle l'angioëdème héréditaire. Et faire toujours une enquête familiale. Donc lorsqu'on a demandé ça, on a fait l'enquête familiale. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé qu'elle a un C4 bas. Le C inhibiteur, il est bas. Le père et la sœur ont même symptomatologie. Donc on est dans la forme héréditaire. Et le mode de transmission de cette pathologie, c'est une transmission autosomique dominante. Donc le papa, c'est le papa qui a donné la pathologie, ou il y a avec sa sœur, les deux sont atteintes de cette infection. Donc il y a un déficit immunitaire, un angioëdème héréditaire de type 1. Connaissement qui est quantitatif, on l'appelle antigénique parce que le C inhibiteur il est bas. Donc c'est l'absence de cette protéine régulatrice. Donc qu'est-ce qu'on doit lui donner? On doit lui donner, je voulais exposer cette pathologie à HLIF parce que le centre de référence national de prise de cette pathologie, c'est l'hôpital Rouiba. Et à l'hôpital Rouiba, on a le registre des malades à travers le territoire national. Et parmi ces malades, on a une dizaine de malades de HLIF. Et maintenant, vous le savez très bien, avec la politique sanitaire, les maladies rares, chaque patient doit être pris en charge par la structure là où il réside. C'est par rapport à la sensibilisation des confrères du HLIF par rapport à cette pathologie. Donc, c'est un nouveau médicament qui vient d'enregistrer, c'est de substitution. Il n'a pas de C inhibiteur, je lui donne le C inhibiteur. C'est un traitement substitutif. Il y a 2 firmes maintenant, c'est une concurrence, et qui m'évolue que le meilleur gagne. Si on ne trouve pas le concentré, maintenant, il est disponible sur plateforme, faire la commande, la PCH. Si on ne le trouve pas, il n'a pas de C inhibiteur, on lui donne le plasma précongelé, il contient un peu de C inhibiteur, il peut éventuellement soulager sa pathologie. C'est le traitement de la crise. Pour le traitement prophylactique, je ne peux pas vous parler de traitement prophylactique avant de vous parler pendant 1 minute de la physiopathologie de cette maladie. Cette maladie, comme au début, c'est la bradykinine. La bradykinine, si vous vous rappelez, elle a le facteur 12. Il y a le facteur 12, lorsqu'il y a un microtraumatisme, une infection, ce facteur 12, il va se transformer en facteur 12 activé, qui va agir sur la précalicréine pour devenir calicréine. Et parmi les substrats de la calicréine, si vous vous rappelez, le kinélogène de haut poids moléculaire. Donc, la calicréine, elle va agir sur le kinélogène de haut poids moléculaire pour libérer un petit peptide de 8 acides aminés, c'est-à-dire la bradykinine, qui va agir par la bradykinine a 2 récepteurs. Le type 1, c'est pour l'inflammation, et le type 2, c'est pour ce type de maladie. Donc, il y a la physiopathe.
C'est la bradykinin par l'intermédiaire du récepteur de type 2. Eh bien, les Européens, quand au début le C inhibiteur, ils ont aussi découvert un autre médicament, c'est l'antagoniste du récepteur de type 2. Mais comme les Américains ils préfèrent ne pas s'aligner sur le plan maladie rare avec les Européens, ils veulent toujours l'innovation vers un médicament 100% américain. Ils ont créé ce qu'on appelle l'anadelumab. C'est un anticorps qui agit en amont, il bloque la kallikreine. Donc prévient la synthèse de la bradykinin. Donc il y a ceux qui agissent substitution à des inhibiteurs. Quel est que je bloque l'action de la bradykinin par l'antagoniste du récepteur de bradykinin. Quel est que non, je préviens la libération de la bradykinin. L'adénomab TAC0 qui vient d'être aussi enregistré en Algérie. Donc l'enquête familiale, tous les membres de la famille, symptomatiques ou non. Ce qu'on doit retenir de ce cas clinique, les enjeux d'âme, ce sont des enjeux héréditaires, ce sont des enjeux d'âme très très importants. Pas d'urticaire. Qui dit qu'il n'a pas d'urticaire. Deuxième point, le rash HADEC, c'est rare de trouver en clinique, c'est éphémère. Rebelle au traitement antihistaminique et corticoïde. Qui est un واحد نفر تعطيله ما عندوش urticaire, il ne répond pas aux corticoïdes, il ne répond pas aux antihistaminiques. Pensez à ce type d'affection. Les crises dures, c'est pas ça. Troisième critère, la durée, c'est entre 24 heures et 5 jours. Vous voulez qu'on le c'est pas ça. Vous voulez qu'on le 3 jours, 4 heures, 4 heures, c'est pas ça. Donc, il y a des éléments les plus importants. Et la localisation conjugale diffère d'un patient à l'autre, et même au sein de la même pathologie. Donc, c'était un côté comme il se transmet selon un mode autosomique dominant, l'enquête familiale obligatoire. On traite par soit le concentré de C inhibiteur et le prophylactique, comme je l'avais dit, par le TAC0, on inhibe la synthèse de la bradykinin. Le troisième cas, un patient vers dans 2 ans, très angoissé, qui suivi pendant longtemps pour syndrome de côlon irritable depuis plusieurs années, qui se présente au niveau des urgences chirurgicales pour un tableau chirurgical, pseudocontracture abdominale, bilan biologique, pas de syndrome inflammatoire, l'échographie, un élément très très important. L'échographie, acide de moyenne abondance, ponctionné et envoyé au laboratoire. Rechevement l'acide, on l'a ponctionné et on l'a envoyé au laboratoire. Les chirurgiens ont pris la décision d'opérer. 15 jours, il a opéré. 15 jours plus tard, le malade revient avec la même symptomatologie. Quel diagnostic avez-vous et quelle serait votre conduite thérapeutique? Pour vous aider un peu, je vous ai parlé de l'enjeu héréditaire. Il ne touche pas uniquement les extrémités, il touche les extrémités, il touche le pronostic, il est déterminé par la tête laryngée. Quand le comorbidé touche les appareils génitaux, mais il touche aussi le tube digestif. Il donne un tableau pseudo-chirurgical. Donc, quel diagnostic évoquez-vous? Douleur abdominale récurrente, très très important. Acide récidivante. Sur le plan microbiologique, elle est stérile. Absence de syndrome inflammatoire. Réapparition des crises après intervention chirurgicale. On va directement vers l'angioédème héréditaire dans sa forme digestive. C'est lorsque l'œdème atteint les tubes digestifs. Qui fait la même démarche. C'est faire toujours l'exploration C inhibiteur et C4. Allez, je vais comme C4 parce que le C4 est souvent pas. Donc il y a le C inhibiteur, pas mal de laboratoires privés, mais maintenant je suis le C inhibiteur. Le C4, on peut le trouver dans quelques CHU. Et enquête familiale, c'est obligatoire. On n'a pas le droit de mentionner qu'il est héréditaire sans enquête familiale. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un C4 bas. Le C inhibiteur, il est un peu élevé. On s'attend à ce que le C inhibiteur soit bas. Mais l'enquête familiale, elle est positive. Donc on est dans la mention d'hérédité, dans la mention d'œdème. Ce qui me dérange, c'est beaucoup plus ce C inhibiteur qui est légèrement augmenté. Je m'attends à ce que le C inhibiteur soit bas. Et pourtant, quel est un autre élément indirect? C'est le C4 qui est bas. Et d'ailleurs, c'est la forme typique de la présence d'une molécule de C inhibiteur qui n'est pas fonctionnelle. Ça a été dit, c'est la même chose, le facteur 7, facteur 8. La protéine, elle est là, mais elle ne fonctionne pas. Et l'indicateur terrain, c'est un C4 qui est bas. On ne peut pas avoir du déficit en C inhibiteur, que ce soit antigénique, quantitatif, qualitatif, fonctionnel, avec un C4 normal.
Et bien dans ce cas-là, le C4 il n'est pas, c'est un inhibiteur élevé au normal. J'ai fait le C inhibiteur fonctionnel et je l'ai trouvé bas. Et l'enquête familiale, elle est positive. Et dans ce cas-là, les déficits antigéniques ou quantitatifs, on les appelle les angioïdèmes de type 1. Et les déficits qualitatifs ou fonctionnels, on les appelle les angioïdèmes héréditaires de type 2. Quelle serait votre continuité thérapeutique? Kiff, la même chose. C'est un déficit, même si la protéine, elle est là, elle n'est pas fonctionnelle, donc ça sera la même démarche thérapeutique. Je lui donne le concentré de ces inhibiteurs, première intention, ou le plasma frais congelé, ça peut éventuellement corriger les choses, et le traitement prophylactique, comme je l'avais dit, c'est le TAC 0, il est enregistré en Algérie, le concentré de ces inhibiteurs, il est enregistré, il y a 2 firmes, il y a Takeda avec le CSL-Behring, les deux, fort probablement on est dans l'ère de biosimilaires. Et biosimilaires, l'objectif principal, c'est le coût économique. Donc on s'attend à voir d'autres firmes qui commercialisent des biosimilaires et qui soumissionnent probablement avec des prix beaucoup plus compétitifs. Donc, c'est juste pour vous montrer que lorsqu'on parle de l'angioïdème héréditaire, ce n'est pas uniquement l'œdème de Krupp, c'est les extrémités et c'est tous les organes peuvent être atteints. On a pu diagnostiquer un de nos patients, c'est rare dans la littérature, qui a fait malheureusement un œdème cérébral. Un œdème de la vascularité cérébrale, et ça a causé un AVC qui a traîné pendant 10 ans au niveau du service de gastro de Mustapha. Ils n'ont pas trouvé le diagnostic. C'est toujours la CIT. Ils le programment pour ponction, ils ne trouvent pas. Donc, s'il vous plaît, on peut comme c'est 2 à 5 jours. Donc, on peut faire l'écho ou le scan aujourd'hui. Je trouve la CIT. Dans 3 jours, je ne la trouve pas. C'est caractéristique et c'est pathognomonique de ce type d'affection. Il disparaît avec la crise. Donc, qu'est-ce que je dois retenir de ce tabac local? Donc, l'angioïdème peut toucher n'importe quel organe. Localisations digestives sont très fréquentes. La localisation, il est très difficile lorsqu'ils n'ont que la localisation difficile. Néanmoins, les caractéristiques déjà citées, acide récurrente, disparaît entre les crises, elle est stérile sur le plan bactériologique, sont les principaux éléments d'orientation vers l'angioïdème héréditaire. Plus d'une dizaine de nos patients ont déjà subi une laparotomie blanche inutile. Et les thérapies innovantes vont bouleverser certainement le mode de vie de ces patients. Le 4e cas, le 4e cas, c'est un enfant de 10 ans, avec une crise d'angioïdème, quelques minutes après le début des soins dentaires. Le dentiste a les soins, il a fait l'angioïdème. Pas d'histoire d'allergie. Traitement antihistamine et corticoïdes sans effet. Pas de notion de crise dans les antécédents personnels et aucun cas similaire dans la famille. C'est un peu difficile. Malgré l'absence de notion d'allergie et d'atopie, et malgré la non-réponse aux médicaments anti-allergiques, une exploration allergique médicamenteuse, on peut la faire pour être certain qu'il n'est pas allergique aux produits anesthésiants. Mais cette enquête est revenue négative. Donc, fort probablement qu'on est en phase d'une crise d'angioïdème d'origine bradycardique, qui fait la même démarche. Toujours C4, C inhibiteur. On a fait le C4, on a trouvé bas. On a fait le C inhibiteur, on a trouvé normal. L'exploration des membres négative. C'est un cas difficile. Peut-on exclure un angioïdème par déficit en C inhibiteur? Non. Malgré l'absence, c'est la première crise. Donc chaque malade, sa pathologie commence par la première crise. Donc c'est la première crise. Malgré l'absence de cas similaires dans la famille, les formes héréditaires qui sont des formes sporadiques. Ça commence chez ce patient, ou bien elle va être héritée ou bien transmise à la descendance. Malgré le C inhibiteur antigénique qui est normal, j'ai fait le fonctionnel et le centre fonctionnel, comme vous êtes en train de le voir, il est très bas. Donc je suis certain que je suis en face d'un angioïdème de type pas 1, de type 2, puisque le C inhibiteur normal, c'est la fonctionnalité qui est basse, mais c'est une forme sporadique. C'est une mutation du nouveau bled. Elle n'a pas été transmise par les parents, mais elle sera transmise à la descendance et ça sera la même démarche diagnostique. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir? La maladie commence toujours par une première crise. L'absence de notion de recul ne doit pas éliminer le diagnostic.
Et dans plus de la moitié des cas, les crises sont déclenchées par des facteurs déclenchants, dont les microtraumatismes. Chez 21% de nos patients, l'enquête familiale est négative, donc c'est ce qu'on appelle les formes sporadiques, et la prise en charge des formes sporadiques qui est identique aux formes héréditaires. Donc je pense que je n'ai pas le temps pour parler du cinquième cas. D'accord. Eh bien, le cinquième cas et le dernier cas, c'est une femme enceinte, deuxième mois de grossesse, arrive au niveau de famille en des urgences avec œdème de la langue, œdème laryngé, difficulté respiratoire. Notion d'une seule crise au début de la grossesse, mais sans gravité. Elle a duré 36 heures, la crise. Même symptomatologie, c'est sa cousine, sa tante et sa grand-mère maternelle. Cousine, tante, grand-mère maternelle. La patiente est allergique aux crevettes, mais elle n'a pas consommé depuis des années. Quel est le diagnostic? C'est un état d'hyperostrogénémie, c'est la grossesse, qui fait partie des facteurs déclenchants de l'angioëdème héréditaire. L'existence de cas similaires de la famille, donc on est dans la notion d'hérédité. Toutes les patientes sont de sexe féminin ou la frère ou la remarqué tout, sœur, tante, cousine. L'apparition progressive de la crise, on a éliminé l'allergie. Donc fort probablement, on est en face de l'angioëdème bradykémique héréditaire. Qui protocole toujours la même démarche, C4, c'est inhibiteur. Qui donne le C4 dans cette situation? On a un C4 normal. Donne le C inhibiteur antigénique normal. L'exploration des membres de la famille, c'est normal. Les membres, la tante, elles sont positives, mais la famille, il n'y a pas. Peut-on exclure un angioëdème par déficit en C inhibiteur? On va faire le C inhibiteur fonctionnel. Et pourtant, même s'il y a déficit en fonctionnel, je dois trouver un C4 bas. Mais à la patiente, j'ai trouvé un C4 normal. Eh bien, j'ai fait le C inhibiteur fonctionnel, je l'ai trouvé normal. Je suis en face d'une patiente qui a un C4 normal, C inhibiteur antigénique normal, C inhibiteur fonctionnel normal, avec une enquête familiale positive. Donc, c'est une nouvelle variante. Qu'on a les mêmes caractéristiques, les mêmes symptomatologies qu'on appelle maintenant, ce sont les angioëdèmes avec C inhibiteur normal. Connaissement de type 3, mais on a préféré les appeler de type normal. Et on est en train, chaque année, de découvrir, le 24, voir les anomalies moléculaires, c'est hétérogène. Il y a une mutation facteur 12, il y a une plasminogène, mais ça converge vers la même physiopathe et la même symptomatologie. Quelle serait votre conduite à venir? On lui donne le concentré C inhibiteur, même si elle a le C inhibiteur. Le plasma, s'il y a traitement prophylactique, c'est le concentré C inhibiteur. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette dernière catégorie d'angioëdèmes avec C inhibiteur normal? Les angioëdèmes C inhibiteur normal représentent un groupe de maladies relativement récentes. Le même tableau clinique que les angioëdèmes avec anomalie du C inhibiteur, le même tableau clinique. Principal facteur déclenchant chez les femmes, ce sont les imprégnations oestrogéniques, soit pour le greffe qui soit on est enceinte, soit on est sous pilule. D'ailleurs, ce sont des patients pour lesquels il faut arrêter la pilule ostroprogestative et switcher vers la pilule progestative pure. Elles doivent être traitées en prenant compte de la grossesse et la prise en charge de ce groupe n'est pas tributaire de l'identifier. On n'a pas besoin d'identifier l'anomalie moléculaire et je vous remercie.